Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous avons choisi de nous pencher aujourd'hui sur un sujet historique à la fois mondial et plus particulièrement régional, à savoir ou plutôt les perceptions de la Shoah dans le monde arabe qui ont tout en commun au départ un évident et systématique négationnisme allant souvent jusqu'à la scabreuse contestation des chiffres des victimes juives du génocide nazi. Avant de passer au débat avec notre invité, quelques remarques préliminaires pour situer le sujet. On se souvient qu'avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie fit d'énormes efforts pour séduire les musulmans en utilisant des moyens de propagande, parmi lesquels des émissions sur ondes courtes de Radio Berlin en arabe et en persan. Mais la sympathie pour les nazis affichée alors dans la plupart des pays arabes venait surtout des sentiments très anti-britanniques, souvent répandus dans leur population. Or, seconde remarque, aujourd'hui, au contraire de l'Europe, où la Shoah a pris une place importante au plan historique, politique et moral, avec la fameuse obligation du devoir de mémoire, très peu d'informations fiables, par contre, sont disponibles dans le monde arabe sur cette tragédie, ce qui explique que la plupart des musulmans qui n'ont jamais reçu un enseignement sur la Shoah ont une vision erronée ou très mal définie de ce génocide, oscillant entre un négationnisme pur et dur et des attitudes de contestation du nombre de ces victimes, comme on le disait. Ainsi peut-on s'en faire une claire idée en parcourant la version française du site Memri, un observatoire très complet et fort utile des médias du monde arabe, qui est donc en français en l'occurrence aussi, un observatoire qui publie chaque jour les discours délirants mais récurrents d'experts, soi-disant experts musulmans et des chefs religieux, intégristes ou pas, accusant les juifs d'avoir en fait inventé la Shoah pour justifier, je cite, l'entreprise sioniste, puis aussi la création de l'État d'Israël, ou bien encore d'avoir considérablement exagéré, c'est le mot qui revient, le nombre des victimes afin de culpabiliser l'Europe, encore une fois un leitmotiv récurrent, et la pousser ainsi à soutenir la fondation de l'État juif. Autre remarque, ces assertions négationnistes, dont les racines se trouvent en fait en Europe, sont très répandues depuis les années 70 dans la vie publique, la presse et les médias des pays sunnites comme l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Irak, l'Arabie saoudite, sans parler de l'Iran chiite qui en fait quotidiennement ses choux gras en organisant de temps à autre à Téhéran des colloques internationaux avec des négationnistes. Ce fut le cas à Téhéran avec Robert Faurisson et des membres même du Ku Klux Klan américain, ainsi que l'organisation d'expositions en tout genre et en pour thème. Je prends quelques exemples parmi de nombreux. La Shoah n'a pas existé, ou bien encore, que serait le monde sans Israël ? Et ça, c'est en ce qui concerne l'Iran. Et ce, alors qu'on sait très bien que le nationalisme juif moderne est apparu au moins 60 ans avant la Shoah et que ce n'est pas ce génocide qui aurait engendré Israël. Il faut dire que nombre de négationnistes occidentaux ne cessent de cibler directement les publics moyen-orientaux alors que beaucoup de gouvernements des pays arabes soutiennent cette propagande. Cependant, il faut tout de même le dire, on va en parler, on relève chez certains intellectuels arabes, si vous voulez, qui sont a priori dévoués à la cause palestinienne, on relève l'attitude voulant expliquer que les musulmans ne sauraient rester indifférents face au projet des nazis d'annihiler tout un peuple en recourant aux meurtres de masse perpétrés de manière industrielle du fait de son appartenance à une religion, une ethnie. Des positions qu'on commence à percevoir chez les Palestiniens et dans, disons, les milieux un peu élitistes de certains pays arabes, et on en parlera tout à l'heure. Je voudrais d'ailleurs citer, avant de passer à notre débat, une nouvelle qui avait été au départ assez encourageante, diffusée il y a quelques mois donc de cette année, où on avait appris que, si vous voulez, lors de l'avant-dernière, en fait, ça remonte à un peu plus vieux, l'avant-dernière Assemblée Générale des Nations Unies, qui était donc en septembre 2018, c'est plus que quelques mois, eh bien, le bruit avait couru, répandu par un site marocain qui s'appelait le Desk, qui avait annoncé que les manuels scolaires donc marocains seront désormais révisés et ils incluront l'enseignement de la Shoah. Or, quelques jours après, en octobre de 2018, cette nouvelle a été démentie et en fait, on avait cité une déclaration du roi Mohamed VI qui aurait dit « L'histoire que nous enseignons à nos enfants devrait contenir une gamme d'opinions et d'histoires pluralistes
et présentait les plus grands moments de l'humanité comme les plus sombres. L'éducation a le pouvoir de lutter contre la discrimination et le racisme et contre le phénomène horrible de l'antisémitisme, dixit le roi du Maroc. Mais dans son discours du 26 septembre, donc 18 à l'ONU, le roi a effectivement cité l'antisémitisme en le définissant comme la négation de l'autre, et il appelait aussi de ses vœux l'enseignement de l'histoire à nos enfants dans la pluralité de ses récits. Donc il y avait un fondement à cette nouvelle du journal du site Le Desk. En fait, il n'avait pas annoncé concrètement une telle mesure, et on en est toujours au même point au Maroc. Alors, pour parler de ce sujet, ce vaste sujet, avec nous dans le studio Qualité à nos côtés, Alain Michel. Alain Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, enseignant, vous êtes aussi rabbin du mouvement Massorati, auteur de plusieurs ouvrages liés à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, comme on doit le faire, je vais vous rappeler un petit peu votre trajectoire. Vous êtes né en France, Alain, et vous êtes élève puis collaborateur du grand éducateur, pédagogue et rabbin que fut Léon Ashkenazi Manitou. Vous faites ensuite à Paris, à la Sorbonne, un doctorat sur les éclaireurs israélites de France, les EIF. Puis vous montez en 85 en Israël avec votre épouse et votre premier enfant. Et parallèlement à vos études en Israël même, au séminaire du mouvement Massorati, qui, comme je le disais à l'instant, vous donneront à leur terme le titre de rabbin, vous créez vous-même les séminaires francophones de l'Institut de la Shoah Yad Vashem à Jérusalem, devenu au fil des ans l'instance centrale de formation des éducateurs juifs et non juifs venus par centaines des pays francophones à Jérusalem pour se former sur la Shoah, son enseignement et sa mémoire. Activités parmi les plus récentes autour de Yad Vashem, ce sont justement ces visites guidées que vous menez vous-même, un jeudi sur deux, je crois en fin d'après-midi, 17h30 à 19h, pour des visiteurs francophones. Alors avant de débattre de notre sujet, vous vouliez dire un mot sur ces visites qui sont assez originales, je crois. Oui, effectivement, c'est le deuxième cycle, si je puis dire, de ce type de visite qui commence. Je me suis aperçu qu'en fait, les gens avaient une connaissance très superficielle de Yad Vashem, tout simplement parce que ce musée est immense. Il présente un éventail et de témoignages et d'histoires et de questions qui est absolument énorme, dans la mesure où il essaie de répondre à un témoignage sur 6 millions de juifs qui ont été exterminés. Et donc en 2 heures de temps, comme en moyenne les gens le font dans le musée, on voit peut-être 5% du musée. Et donc mon idée était de prendre des gens qui avaient un peu du temps, qui étaient prêts à venir une fois tous les 15 jours pour faire tous les détails du musée. Faire des visites par thème, en fait. Voilà, alors les thèmes sont donnés par le musée lui-même, et à chaque fois, donc, on se consacre à une salle ou une partie de salle, et on essaye de comprendre ce que ce musée nous propose. Et il y a vraiment une richesse et de témoignages et de questions, d'objets, etc., qui interpellent les gens qui participent à ça. Et on a fait ça donc pendant 2 ans avec un groupe, et les gens étaient très contents. Donc j'espère qu'il y aura un nouveau groupe cette année. Alors juste sur ce thème être plus complet, voici quelques titres de thèmes justement de visite. Redonner un visage aux victimes en prenant 1 ou 2 exemples. Il y a ensuite une visite qui s'intitule De l'antijudaïsme à l'antisémitisme nazi, les juifs allemands face au nazisme, comment partir d'Allemagne et où aller, et le bilan des années 30, la guerre mondiale, etc. Donc en fait, ce sont des, on peut dire, des diagonales et des thèmes précis qui permettent de se concentrer sur un sujet. Voilà. Exactement. Et ces 7 premières visites sont uniquement sur la première salle du musée, parce qu'il y a beaucoup à voir, et donc j'espère que les gens seront intéressés. Alors on va en venir à notre sujet principal. Après que j'ai globalement défini la tendance générale des perceptions de la Shoah dans le monde arabe, seriez-vous d'accord avec la remarque que m'avait faite à l'occasion d'une interview pour la presse écrite l'un de vos confrères historiens et israéliens, Simon Epstein, qui m'avait dit que le monde arabe est devenu le centre mondial du déni de la Shoah. Est-ce que c'est bien le cas pour vous ? Vous pensez que c'est juste ? Alors, c'est vrai, mais encore une fois, le monde arabe, c'est quelque chose qui est quand même de très divers. Donc, il faut après descendre un peu dans... Mais malheureusement, depuis autant
au temps de l'Union soviétique. L'Union soviétique avait un peu le monopole, pas le monopole, mais enfin était le leader dans cette négation de la Shoah. Après la chute du monde communiste, finalement, les pays arabes qui avaient déjà commencé à répandre une certaine négation à cause des problèmes politiques et notamment du conflit israélo-arabe, ont renforcé cela, notamment les régimes les plus radicaux, mais on trouve également dans un certain nombre de pays arabes réputés plus modérés, sans aucun problème, par exemple, Mein Kampf traduit, ou un certain nombre d'ouvrages de Faurisson, des protocoles des sages de Sion. Donc, il y a effectivement énormément de publications, et de publications surtout en langue arabe, ce qui permet d'imbiber la population de cette négation et de cette haine également pour les Juifs, puisqu'on ne peut pas séparer la Shoah de l'antisémitisme. Alors même si on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, parce que c'est un phénomène profond, comment l'antisémitisme traditionnel de l'Europe, qui a été porté au nu par la déraison nazie, ou la bonne raison nazie, comment se fait-il que ce soit ensuite passé dans les pays arabes? Pour quelles raisons finalement on a quand même ce discours majoritaire, cette perception majoritaire de la Shoah, que les Juifs ont exagéré, ont menti pour justifier l'établissement de l'État d'Israël, entre autres? Alors, quelles sont les raisons de ce discours quand même assez monocorde? Je pense que d'abord, il y a un terrain qui existe. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une partie de l'islam, ce n'est pas la totalité de l'islam, mais une partie de l'islam, et même dans le Coran, contiennent des traces d'antisémitisme, et que de plus, la vision des Juifs dans le monde musulman pendant des siècles était une vision plutôt méprisante. Alors ça dépendait des périodes, etc., mais il y a eu quand même un certain nombre de massacres parfois, et donc voir tout d'un coup les Juifs qui reconstituent un État et deviennent non plus les soumis, mais j'allais dire les maîtres, puisqu'à cause du conflit, eh bien automatiquement il y a une population arabe, il y a un vainqueur, un vaincu, et puis une population arabe qui est dominée par Israël, notamment depuis 1967. Donc c'est quelque chose qui est un peu insupportable au regard de la vision de l'islam, de la vision traditionnelle. Donc ça a encouragé, si vous voulez, ce phénomène. Et la deuxième chose est que au niveau du conflit, l'idée s'est faite, notamment chez les Palestiniens, mais pas seulement, que l'État d'Israël ayant été créé à cause de la Shoah, ce qui est en partie faux, mais peu importe, c'est perçu comme cela, eh bien, si on nie la Shoah, ça permet de justifier la négation de l'État d'Israël. Il y a une espèce de négation qui se cache derrière une autre négation. Alors, d'une manière générale, comment parle-t-on de la Shoah et comment l'enseigne-t-on, si toutefois on le fait, dans les pays arabes? Écoutez, c'est un peu compliqué. De manière générale, et j'ai eu moi-même une expérience assez traumatisante dont je vais vous parler. De manière générale, ce qui est raconté au niveau familial, au niveau de la base de la population, c'est le fait que où la Shoah n'a pas existé, où il y a eu effectivement, parce qu'il y a des gens qui sont quand même cultivés, donc ils savent qu'il y a eu un antisémitisme nazi, mais qu'elle est énormément exagérée et que ça a été fait par les Israéliens uniquement dans le but de justifier, par les sionistes plutôt, uniquement dans le fait de justifier la création de l'État d'Israël. Alors, il y a une quinzaine d'années, j'ai emmené un groupe d'élèves dans un établissement où j'enseignais à l'époque, qui était un établissement très particulier, le lycée des surdoués. Donc, il y a un lycée qui accueille des élèves israéliens de tous les milieux. Et donc, il y a également, bien entendu, des Arabes et musulmans et chrétiens, et bon, avec des très bons contacts d'ailleurs entre les élèves. Mais j'ai donc organisé un voyage en Pologne.
Et le premier soir... En Pologne, sur les lieux de la sur Shoah. les lieux de la Shoah. Et le premier soir, on avait dans la journée, en fait, on a commencé notre voyage en allant à Lodz et à Chelmno, donc qui est vraiment un lieu absolument terrible du point de vue de l'extermination. Il y avait 5 élèves arabes je crois qu'il y avait une trentaine de personnes. Sur les 30, il y avait 5 élèves arabes et ils se sont effondrés. En pleurs. Et ils ont commencé à nous raconter, lorsqu'on a fait le debriefing de la journée, comment ils avaient aujourd'hui été confrontés à ce qu'on leur avait raconté dans leur famille ou même parfois dans leurs écoles depuis qu'ils sont tout petits, à savoir que la Shoah n'a pas existé. Tout d'un coup, ils s'apercevaient que ce n'était pas des histoires, mais que sur le terrain, effectivement, on ne peut pas nier les choses. Ça a été extrêmement intéressant, d'autant plus intéressant qu'à la suite de ça, vous savez que en général, les Arabes israéliens ont des problèmes avec l'hymne national israélien, qui est très sioniste, et donc en général, dans les cérémonies, ils sont garde à vous, mais ils ne chantent pas la Hatikva. Et il y a 2 élèves qui ont choisi de chanter la Hatikva en disant, c'est pas qu'on a changé d'opinion par rapport à nos rapports avec le sionisme, mais au vu de ce qui s'est passé, on est obligé de manifester notre solidarité. C'était très impressionnant. Réaction intéressante. Mais donc, est-ce qu'il y a des différences, sans rentrer dans les détails, mais des différences entre les pays Vous disiez tout à l'heure que le critère qui permet de situer le niveau de négationnisme, c'est le critère d'un État totalitaire, un État islamiste. Est-ce que c'est bien très certainement. thermomètre? Par exemple, je pense à 2 pays en particulier qui alimente vraiment le monde arabe en négationnisme. Il y a d'une part l'Iran, ça tout le monde le sait, à la suite notamment donc de ces 2 congrès qui avaient eu lieu à Téhéran, mais il y a également l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite a commencé non pas il y a 10 ans ou 15 ans, mais c'est une très vieille histoire puisque Léon Poliakov en parlait déjà dans les années 70. Donc il y a depuis très longtemps, l'Arabie Saoudite est un foyer qui dispense aussi bien, comme vous disiez, les complots des sages de Sion ou Mein Kampf, etc., dans le but de combattre Israël, pas seulement en appuyant financièrement ou autre les pays qui sont vraiment en affrontement militaire, mais également pour essayer de saper ce qu'ils pensent être la base en fait de l'État d'Israël. Alors, dans ce concert un peu bétonné, si j'ose dire, et conforme, existe-t-il ici et là des exceptions éventuelles à cet immense, on pourrait dire, négationnisme arabe sur la Shoah? Il y a des exceptions. Alors, il y a des exceptions et il y a des changements. D'abord, paradoxalement, même s'il y a beaucoup de négation sur Internet, il y a également beaucoup d'accès à des tas de sites comme par exemple Yad Vashem, un site qui est à la fois en arabe et en persan. Donc celui qui a envie de rentrer, qui veut voir un peu des choses différentes, et il y a quand même des gens curieux, donc ont la possibilité de pouvoir comparer entre les discours. Et puis, il y a également des changements du fait d'un projet qui a commencé en France il y a maintenant une quinzaine d'années, qui est sorti en fait de la Fondation pour la mémoire de la Shoah lorsqu'ils se sont aperçus qu'il y avait besoin d'un discours particulier pour faire passer l'enseignement et la connaissance de la Shoah en ce qui concerne le monde arabe. Et donc, ils ont créé un projet qui s'appelle le projet Aladdin et qui essaye de travailler directement avec un certain nombre de gouvernements arabes et un certain nombre également de ministères de l'éducation pour transformer les choses sur le terrain. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des changements. Par exemple, vous parliez du Maroc. Alors, c'est très lent au Maroc, mais on a quand même reçu à Yad Vashem une délégation marocaine. On a quand même reçu à Yad Vashem des enseignants de Jordanie. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on n'aurait pas vues il y a 20 ans ou 25 ans qui commencent un petit peu à bouger, mais c'est bien sûr, comment dire, un travail sisyphique parce qu'il y a en permanence de l'autre côté d'autres forces qui essayent de combattre cela. Alors, je dois dire que c'est lié aussi
un problème qui n'est pas tellement résolu non plus du côté occidental en général et juif en particulier, qui est le problème de savoir quelle est la réelle place de la Shoah dans la création de l'État d'Israël. Parce que c'est sur deux phénomènes qui, malgré tout, sont liés dans le temps. Ils sont même marqués comme ça à Jérusalem, puisque sur le mont du souvenir, on a d'un côté Yad Vashem et on a de l'autre côté le mont Herzl. Donc, c'est évident qu'il y a un lien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, mais qu'il y a eu des conséquences de la Shoah sur ce qui s'est passé ici, et je voudrais en tout cas en signaler deux sur lesquels on mérite réflexion. La première, deux qui sont totalement opposés. La première chose, c'est que contrairement à ce qu'on croit, aucun pays n'a voté pour le partage de la Palestine en 1947 à l'ONU pour, compenser le peuple juif des pertes qu'il avait fait. Les motivations sont des motivations diplomatiques, politiques, etc. Mais il n'y a absolument aucun pays qui fait ça pour les beaux yeux du peuple juif. Sans doute, mais c'était peut-être aussi dans l'inconscient collectif, tout de même. Je ne suis même pas sûr. Je voudrais peut-être donner un exemple francophone, si déjà. Normalement, le vote aurait dû avoir lieu le 27 novembre. Et puis, le président de l'Assemblée générale, qui était très proche du sionisme, fait un peu les comptes de où on en est vers la fin de l'après-midi. C'est faible. Et c'est pas sûr qu'il y aura les 2/3 des délégués. Donc, il va prendre un prétexte pour reporter le vote à 2 jours plus tard, au 29. Et en attendant, les délégués israéliens, aidés par les Américains, vont faire des tas de pression, de négociations, etc., vers certains pays pour changer. La France avait dit depuis le mois d'avril que jamais elle ne soutiendrait le plan de partage. Le Quai d'Orsay avait été très clair, etc. Or, on va négocier pendant toute la journée avant le vote entre les Israéliens et la France. Et quelle est la demande de la France? La demande de la France est que les lieux saints, les lieux catholiques, continuent à bénéficier de Corpus separatum. D'être des lieux en fait sont comme des ambassades et notamment qui ne payent pas d'impôts. Et donc la France laïque et républicaine va lutter pour le bien-être de l'Église, mais bien sûr pas en France, mais dès que la diplomatie française peut s'aider de l'Église pour étendre l'influence francophone, elle le fait. Et alors finalement la France a voté. Et donc la France vote quand il y a donc chaque pays qui a appelé, et tout d'un coup on appelle la France, et la France dit yes. Et il y a un concert d'applaudissements, parce que bien sûr il y a plein de Juifs de New York qui sont dans la salle. C'est le seul incident qu'il y a eu, parce que les gens étaient tellement surpris que la France ait changé d'opinion que de manière impromptue, ils ont décidé d'applaudir à la décision française. Donc ça, c'est un exemple d'un côté. L'autre exemple, c'est en ce qui concerne l'armée d'Israël en 1948. En 1948, l'armée d'Israël est composée d'une part de ceux qui se trouvent dans les Yishuv déjà depuis les années 20, les années 30, et qui donc sont vraiment des gens très intégrés, mais également, et pratiquement à moitié, à 50%, de survivants de la Shoah qui ont débarqué soit officiellement, soit clandestinement entre 1945 et 1948. Et vous savez qu'il y a même des survivants de la Shoah qu'on va prendre directement de Haïfa et amener sur les lieux des combats, et parfois d'ailleurs on n'aurait même pas eu le temps d'enregistrer leur nom. On a certains survivants de la Shoah qui ont été tués dans la bataille de la Troune, et dont malheureusement on ne connaît pas les noms parce que les circonstances ont amené à ça. Et donc ça veut dire qu'effectivement il y a une présence très claire de la Shoah et du fait que l'État d'Israël qui est en train de se construire est l'inverse de la Shoah. C'est-à-dire que pour la première fois, les Juifs ont des armes dans les mains, ont la possibilité de se défendre, et que s'ils ne se défendent pas, eh bien, ils vont être rejetés à la mer parce que c'est le projet des pays arabes. Donc, oui,
de ce point de vue-là, il y a une influence très grande de la Shoah dans la création de l'État d'Israël et qu'on peut sentir encore jusqu'aujourd'hui. Ce moment emblématique, en fait, est cité dans les mémoires de Sharon, le général Sharon, qui devint Premier ministre, qui était blessé à la bataille de Latroun, très gravement, et qui, avant d'être blessé, a le temps d'écrire, enfin, il a le temps de regarder une scène qui va le marquer beaucoup, des camions arrivant de Haïfa, de déportés qui venaient de débarquer dans leur tenue rayée, qui changent sur place pour les uniformes de Tsahal. Et ça, c'est une image hallucinante qui l'a beaucoup marqué. Il en parle expressément. Alors, je recommande aux gens d'aller, s'ils sont en visite à Jérusalem, dans le jardin du Mont Herzl. Et un des monuments qui est là-bas est le monument, ce qu'on appelle au Netzer HaAcharon. C'est au dernier survivant. Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on s'est aperçu que parmi ces survivants de la Shoah, il y a certains qui étaient les derniers survivants de leur famille en Pologne. Il leur reste aucune famille qui sont arrivés ici et qui sont tombés dans les combats de 1948. Et donc, on leur a fait un monument collectif particulier pour eux. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure avec cet exemple assez émouvant et stupéfiant, même des jeunes arabes israéliens qui pleurent en découvrant la réalité de la Shoah, alors qu'on leur avait enseigné tout le contraire. On remarque justement ces dernières années, il y a eu quelques reportages à la télévision israélienne aussi là-dessus, on remarque que là où ça change le plus, c'est évidemment chez les Arabes israéliens et aussi chez les Palestiniens, qui sont en fait confrontés au conflit, mais qui, à ce niveau-là, n'ont pas des attitudes toujours dogmatiques. Je me souviens d'un reportage à la télévision israélienne, on voyait une doctorante, je crois à Bar-Ilan ou ailleurs, qui disait qu'elle avait absolument voulu faire un doctorat sur la Shoah parce que pour découvrir la réalité et pas écouter des discours tout faits. Et je me souviens aussi d'autres témoignages d'Arabes israéliens. Et j'ai ici, d'ailleurs, je voulais le citer pour illustrer le fait que oui, c'est aussi parmi les Palestiniens que les choses peuvent bouger. Dans une tribune qui est parue il y a assez longtemps, en 2011-2012, dans le New York Times, le quotidien américain, un sociologue palestinien qui s'appelle Daoudi Dadjani et un historien juif américain, Robert Satloff, estime dans une tribune commune qu'il est essentiel d'enseigner l'histoire de la Shoah dans les écoles palestiniennes et arabes. Et voilà ce que disent les deux, parce qu'ils ont co-signé ce texte. Ils disent ceci: beaucoup d'historiens des pays arabes dictatoriaux ne sont plus que des chroniqueurs de dynasties mortes depuis longtemps, des pans entiers de l'histoire ayant été expurgés des programmes que ces régimes arabes enseignent à leurs élèves. Et ils ajoutent: c'est particulièrement vrai pour la Shoah. Notre monde, qui a vu tant d'atrocités, n'en a pourtant jamais vécu d'aussi grandes que celle de l'extermination des Juifs par les nazis. C'est intéressant que ce soit un Palestinien qui co-signe ce texte. Ce qui est arrivé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale n'est pas enseigné dans les écoles et universités arabes. Or, les Arabes n'ont rien à craindre d'ouvrir les yeux sur ce chapitre de l'histoire humaine. Quant aux Palestiniens, ils ont des raisons plus que spécifiques de se renseigner sur la Shoah. Il faut la leur enseigner pour réfuter l'équation simpliste selon laquelle les Juifs ont eu la Shoah et les Palestiniens ont eu la Nakba. Et ça, je crois que c'était un sujet sur lequel vous voulez faire une remarque. Oui, alors d'abord, je voulais signaler qu'il y a un livre assez intéressant qui est sorti il y a quelques mois en France, qui s'appelle « Les Arabes et la Shoah », par un historien, sociologue libanais, Gilbert Achkar, où il y a beaucoup de choses très intéressantes, même sur la période de la Shoah elle-même, puisqu'il montre, on le sait, mais on le sait peut-être parfois pas suffisamment, qu'il y a aussi des musulmans qui n'ont pas fait alliance avec Mussolini ou Hitler, et il y a même des musulmans qui ont également aidé les Juifs. Je pense que le lieu le plus emblématique de ça, ce sont les musulmans d'Albanie, puisque en Albanie, il y avait 200 Juifs à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il y a plus de 500 Juifs le lendemain. Pourquoi ? Parce que les Albanais, qui sont des musulmans, ont une règle de vie qui s'appelle Bessa, et c'est un code d'honneur qui fait que lorsque vous avez des invités, eh bien, vous devez tout faire pour à la fois les soigner, les accueillir et les défendre. Et considèrent que les Juifs sont comme leurs invités et vont faire disparaître et cacher tous les Juifs qui sont en Albanie. Et quand les Juifs de Grèce ou de Yougoslavie
qui sont pas trop loin de l'Albanie entendent ce qui se passe là-bas, eh bien ils vont partir là-bas. Donc c'est le seul pays, on voit très bien ça sur la carte à la fin du musée d'Yad Vashem où il y a les statistiques, c'est le seul pays où non seulement aucun juif n'a été assassiné, mais en plus il y a des juifs qui sont venus se réfugier. Alors bien sûr, il faut pas faire non plus du cas albanais un cas emblématique de l'ensemble du monde arabe. Mais c'est important, et Ashkar a raison, de rééquilibrer les choses. Là où est le problème chez Ashkar, c'est quand il pense, à mon avis, de manière un peu simpliste, mais il s'appuie pour ça sur un certain nombre d'intellectuels israéliens qui aussi fonctionnent, à mon avis, de manière un peu simpliste, dans la mesure où ils disent les deux peuples ne pourront s'accepter et vivre ensemble que si chacun reconnaît la catastrophe, puisque Nakba, c'est un terme qui veut dire catastrophe, la catastrophe qui s'est produite dans l'autre camp. Or, autant je suis d'accord avec le fait qu'il est important de ne pas nier la Nakba. Même si une partie de la responsabilité de cette catastrophe se trouve chez les dirigeants arabes, c'est très clair, mais nous autres Israéliens avons une partie de la responsabilité et je pense qu'il est important de se confronter aussi à ce qui s'est fait. Il n'y avait pas beaucoup le choix, parce que c'était ou ça ou crever, je m'excuse de l'expression, mais en même temps, il y a eu aussi parfois des abus et il y a parfois, on a pris des gens et on les a encouragés à partir. J'habite une maison à Baka, à Jérusalem, qui est un quartier arabe chrétien qui se trouvait entre deux quartiers juifs. Et comme il y avait des tireurs embusqués qui étaient venus se mettre dans le petit village chrétien pour tirer sur les juifs qui passaient, eh bien, le Palmar a conquis le quartier et a donné 2 heures aux habitants pour partir. Donc, il y a eu aussi, parfois parce qu'il n'y avait pas le choix, des choses comme ça. Il y a eu parfois, ce sont des cas d'espèces, mais il y a eu aussi des massacres. Il y a eu des comportements de ce qui était la toute jeune armée israélienne, comme dans toutes les armées du monde, mais beaucoup moins proportionnellement des comportements qui n'auraient pas dû être. Mais cela n'a rien à voir avec la catastrophe qui s'est passée avec les Juifs. On a d'un côté un affrontement entre deux nationalistes dont l'un, le nationaliste palestinien, refuse de reconnaître l'autre, puisqu'on sait très bien que si le plan de partage avait été accepté par la partie arabe, il n'y aurait pas eu de guerre, il y aurait eu des difficultés peut-être d'application, etc., mais ça aurait été très différent. Et de l'autre côté, on a un peuple, les Allemands, plus plein de complices dans un tas de pays européens, qui décident froidement d'exterminer un autre peuple. Donc la Nakba n'a rien à voir en fait avec... C'est ça, c'est pas quelque chose... C'est important pour nous, juifs israéliens, de savoir ce qui s'est passé pour les Palestiniens, mais ça ne veut pas dire que les deux événements sont comparables. Alors, pour terminer, puisque nous arrivons presque au terme de notre magazine, je voudrais vous entraîner sur une réflexion plus principielle qui dépasse le sujet strict, je dirais, de la perception de la Shoah dans le monde arabe. J'ai sous les yeux 2 citations opposées sur l'enseignement de la Shoah, puisque vous êtes un enseignant de la Shoah et vous faites à Yad Vashem, on le disait tout à l'heure. Alors, ces 2 citations, l'une vient de Arno Klarsfeld, qui est un avocat juif français bien connu, et l'autre de l'historien Georges Bensoussan, qui, je dirais, polémique sur la nécessité ou non, ça paraît étonnant, de l'enseignement de la Shoah. Voilà ce que dit Klarsfeld. Se fondant sur le fait la Shoah est un événement à dimension universelle, il la qualifie de drame de la civilisation européenne, chrétienne et occidentale, et elle ajoute ceci. Alors que la Shoah n'implique pas le monde musulman, l'Afrique, l'Asie ou l'Amérique latine, qui ressentent davantage le besoin de rendre hommage aux populations exterminées par les colonisateurs blancs au nom de la chrétienté et de la supériorité de la civilisation occidentale, le génocide des Juifs interpelle la conscience universelle du fait de son ampleur, de ce qu'il a révélé d'inquiétant sur l'homme et de l'impuissance de son exemplarité à empêcher des massacres et des génocides dans d'autres régions du monde. Et il conclut, il est essentiel d'enseigner partout les leçons de vie et de dignité de la Shoah, dont, entre autres, pourquoi ne pas suivre
Oui, pourquoi ne faut-il pas suivre que ses propres intérêts? Comment apprendre à désobéir et à ne pas être influencé par la propagande et le mimétisme? Comment conserver et fortifier son esprit critique? Comment être tolérant et chérir la dignité humaine? Fin de citation. Alors face à cela, évidemment, ce n'était pas dans le même débat, mais c'est pour les besoins de la cause, j'ai trouvé ces deux visions sur l'enseignement. Georges Bensoussan, historien juif bien connu, eh bien, il fait la remarque préliminaire suivante: enseigner la Shoah ne protège pas contre l'antisémitisme. Alors, il analyse ensuite comment l'histoire de la Shoah a été détournée par une religion de la mémoire. Il ajoute ceci: en réduisant le signe juif à l'histoire de la Shoah, on essentialise le juif en victime, et ce faisant, on justifie la persécution à venir. Le juif n'existe plus que pour avoir été. Cette vision victimaire est d'autant plus perverse qu'elle s'accompagne souvent d'une conception occidentale du signe juif, dans lequel beaucoup veulent voir un symbole d'universel. Cela revient à n'admettre l'existence du juif que comme porteur du signe diasporique et universel, à savoir une reprise subliminale de la disparition du signe juif depuis la naissance de l'Église. Cette vision, conclut Bensoussan, nourrit à la fois une compassion sans limite pour les juifs morts, les victimes de la Shoah, et une incompréhension quasi totale pour le signe juif vivant aujourd'hui. Elle induit l'idée que les seuls juifs à défendre sont les juifs victimes, tandis que ceux qui portent haut le signe juif, qui vivent aujourd'hui religieux, sionistes, que ce soit en Israël ou en diaspora, apparaissent comme des gêneurs, sinon des traîtres, à ce que les tenants de cette vision nomment, non sans emphase, le message du judaïsme. Et il conclut en disant ceci, c'est un peu pimenté. Ainsi, en France et en Belgique, où la Shoah est bien enseignée, l'antisémitisme n'en a pas moins connu une augmentation considérable, entre autres avec la version triviale du slogan lancé sur le pavé des rues, Gaza Shoah. Il est donc naïf de croire que l'enseignement de la Shoah agirait comme un vaccin démocratique contre l'antisémitisme. Fin de citation. C'est un sujet de fond. Non, ça, il faudrait en parler longtemps, mais disons que je voudrais faire deux ou trois remarques par rapport à ce et pas une analyse, on n'a pas le temps. Alors, la première remarque, c'est que la Shoah pose question à la conscience universelle, mais pas seulement à la conscience européenne. Pourquoi? Parce que quel est le problème fondamental dans la Shoah? Il est le problème de la reconnaissance de l'autre. Par essence, les Juifs, qu'ils aient été en Europe, ou qu'ils aient été en Afrique du Nord, ou qu'ils aient été au Proche-Orient, sont toujours l'autre. Ils sont l'autre par excellence, notamment parce qu'ils réclament toujours une identité qui a à la fois une identité qui s'intègre, mais en même temps une identité qui s'intègre en demandant à conserver sa propre identité. Une différenciation. Voilà, et ce droit à la différence, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour toutes les nations en général, et la Shoah est avant tout, du fait de ce que sont porteurs les Juifs à travers l'histoire, est avant tout un refus du droit à la différence. Donc ça, c'est la première chose qui me semble importante, et c'est pour ça qu'il faut enseigner la Shoah. Pas parce que ça va empêcher qu'on ait un autre dictateur, qu'on aura d'autres forces avec des intérêts, etc. Mais le fait de se rendre compte que lorsque on commence à opprimer un groupe, ça peut arriver finalement par cette intolérance jusqu'à la dimension de la Shoah, c'est quelque chose d'essentiel, et c'est ça qu'il faut d'abord et avant tout enseigner. La deuxième chose également, c'est que, et là je suis d'accord avec Georges Soussan, il ne faut pas enseigner la Shoah seul. On ne peut pas enseigner la Shoah ni en parlant des Juifs avant la Shoah, ni en parlant des Juifs après la Shoah. Et or, en général, c'est ce qui se passe. Vous prenez les manuels en France, par exemple, alors on va parler effectivement des pauvres victimes, mais il n'y a rien, ou pas, ou en tout cas, on ne fait pas de lien avec ce qui s'est passé ou avant-après. Mais regardez, c'est la même chose pour la Fondation pour la mémoire de la Shoah en France, puisqu'elle organise avec le mémorial de la Shoah des voyages en Pologne, ce qui est très bien, parce que je pense que vraiment la Pologne donne une dimension extrêmement importante. Mais ce sont des voyages de 24 heures dans lesquels on ne va voir justement que l'extermination, alors qu'il y a deux choses extrêmement importantes à voir aussi en Pologne. C'est d'une part le souvenir de 1000 ans de civilisation juive en Pologne, et c'est très riche et c'est important de la connaître. Et c'est d'autre part comment la Pologne s'est reconstruite
bien et mal, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment, par rapport au fait que c'est une nation aujourd'hui dans laquelle il y a plein de traces du judaïsme, mais il n'y a plus de juifs. Et si on ne prend pas ces trois dimensions ensemble, donc le passé, le passé récent avec la Shoah et le présent, alors effectivement, on rate complètement le but de l'éducation à la Shoah. Eh bien, c'est sur cette remarque pertinente que prend fin notre magazine. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Je précise que c'est tous les mardis que l'émission est mise en ligne sur le site du Studio Qualita. Merci et à la semaine prochaine.